c'est-à-dire que le RDPC est créé de la volonté d'éviter des dissidences, donc essayer de rassembler tous les courants de pensée à l'intérieur d'un seul instrument d'action politique. Le RDPC n'a jamais été créé dans un souci d'exclusion tel que nous le voyons en ce moment. Il fallait rassembler tout le monde, il fallait donner la possibilité aux uns et aux autres de s'exprimer, de donner leur point de vue, et non se balader avec des machettes et couper les têtes, comme cela se voit actuellement. Donc le président national du RDPC nouvellement élu, son excellent Paul Biya et tous les cadres, tous les barons qui l'entouraient et la nouvelle génération ont convenu donc de cette vision. C'est elle qui conduit à la dénomination de Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ça veut dire que ce n'est pas le rassemblement des exclusions ou le rassemblement de quelques groupes ésotériques que ce soit. Malheureusement, on en est arrivé. Bon, les nostalgiques qui ne voulaient pas arborer la nouvelle tenue ont décidé de s'exclure par eux-mêmes et sont revenus quelques années après, lorsque le président Paul Biya décide d'accompagner le pays dans son entrée dans la démocratie. Et ils peuvent donc créer des partis tels que l'UNDP, l'ADD, le MDR, le FNNC et bien d'autres partis. Ce sont ceux qui, dès le départ, dès la création en 1985, ne se retrouvaient pas dans l'idéologie qu'incarnait le nouveau pouvoir. Bon, il faut déjà retenir que la vision du président national, le camarade Paul Biya, a précédé ce qu'on pourrait entre guillemets appeler l'instruction occidentale de nous ouvrir à la démocratie. Puisque Mitterrand, c'est bien après le discours de juin 90 à l'esplanade de l'hôtel de ville, lorsque Paul Biya appelle les militants du RDPC à se préparer à la concurrence, ce qui veut dire que en accédant au pouvoir, Paul Biya était intellectuellement déjà préparé à l'ouverture démocratique. Et le discours de la Baule vient simplement le conforter, parce que ce n'était pas facile pour un président qui est quasiment seul au milieu des requins de prendre la libre décision sans se rassurer de ce qu'il avait un mur derrière. Et n'oubliez pas non plus que cette décision de 1990 arrive dans un contexte où il y a déjà beaucoup de soubresauts, beaucoup de frémissements. En mai 90, Ni John Fundi a lancé déjà sa bataille de Bamenda. Hein? Vous vous souvenez? Cette marche de Bamenda. Oui. Cette marche, donc, dans ce contexte, le président prend tout le monde de court. Les caciques, qui en fait, au fond, ne veulent rester que dans la prédominance de leurs intérêts. Ils ne veulent pas que les choses changent, parce que le changement va leur faire perdre un certain nombre d'avantages. Ils préféreraient être momifiés et ne pas observer les intérêts de la République, les intérêts du Cameroun. Et vous voyez, en fait, les enfants spirituels revenus aux affaires par l'entremise d'un certain nombre de cercles qui ne sont pas des cercles dont on parle facilement. Le secret qui entoure un certain nombre de structures, ce qui était inscrit dans ce qu'on appelle le complot permanent. L'épée de Damoclès au-dessus de la tête du président national. Donc c'est un peu toutes ces personnes. Et moi j'ai un souvenir à Douala de ce Jean-Jacques Kindi, par exemple, qui était totalement opposé à la démocratisation du RDPC, du pays à l'époque, mais qui aujourd'hui fait partie de ces chantres de la démocratie. Pourquoi est-ce que ces gens-là étaient dans ces positions? C'était avec des parents comme par exemple François Senghakouo, dont la position centrale leur permettait de bénéficier d'un certain nombre d'avantages qu'ils ne voulaient pas perdre. Ici, tous les enfants spirituels de Mabazil, de Gilbert Anzé Tchungui, de tous ces barons-là, ce sont eux qui ne voulaient pas entendre parler de la démocratie, mais Paul Biya a toujours été ouvert au débat démocratique.
c'est pas tellement ça. Ce sont pour la plupart les adeptes du complot permanent. Il faut savoir que dès l'accession de son Excellence Paul Biya à la magistrature suprême, il y a une caste de Camerounais qui ne l'ont jamais accepté, mais qui, peut-être par obligation, se sont retrouvés à l'intérieur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec un seul souci, un seul objectif, trouver les voies et moyens afin de leur permettre le remplacement de Paul Biya. Ceux-là sont allés, les plus courageux sont allés créer des partis politiques qui en fait n'étaient fondés sur aucun idéal. Écoutez, je ne voudrais pas citer les partis, mais lorsque vous regardez l'idéologie de ces derniers, premièrement, ils n'ont pas de structure. Ce sont des instruments dont des chantages, les textes sont des copier-coller et il n'y a aucune base militante. Donc vous avez un leader aigri qui se met devant, qui essaie de se faire un nom à travers l'utilisation des médias, qui donne ou laisse l'impression de tenir entre ses mains un instrument d'action politique. Mais lorsque la période électorale arrive, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun instrument d'action qui est derrière. Et à un deuxième temps, il y a ceux qui étaient les plus malins, qui ont dit nous n'aimons pas Paul Biya, mais nous allons rester à l'intérieur de l'appareil du RDPC, qui est une machine. Et au regard du contexte national, nul ne peut arriver au pouvoir sans tenir un véritable instrument d'action politique. Et le RDPC était dans cet instrument. Ils sont restés malicieusement à l'intérieur et ils ont attendu le moment où Paul Biya a commencé à se fragiliser pour essayer de constituer l'érosion de toute fidélité, de toute loyauté tout autour de lui, dans le souci de le sceller et pouvoir l'achever le moment venu. Mais vous voyez bien que malgré tout, Dieu continue à lui accorder sa bénédiction, qui fait qu'il arrive à naviguer tout autour de tout ce magma et il a la force et l'inspiration d'apporter des corrections. Vous allez voir par exemple que lorsque Paul Biya décide d'ouvrir le parti, ces courants négatifs vont faire quoi? Dans un premier temps, c'est de démontrer à Paul Biya qu'il n'a pas porté le choix sur les bonnes personnes. C'est comme ça qu'ils vont se mettre ensemble pour faire battre le secrétaire général du comité central de l'époque, Ebenezer Ndiomwele, par un bagnard. Quelqu'un sort de prison, Massoua de Bernard, et réussit à battre le secrétaire général du comité central du RDPC dans une bourgade qu'on appelle Yabassi. Non, ce n'est pas une question d'impopularité. C'est que Ndiomwele, qui était secrétaire général, avait comme premier adversaire ses propres frères d'Unkam, qui voulaient sa place, qui s'étaient convaincus de ce qu'ils étaient meilleurs que lui. Donc si Ndiomwele gagnait ces élections de 1992, déjà il s'émancipait. Il devenait un secrétaire général qui a un mandat de la base, ce qui aurait pu renforcer sa légalité et sa légitimité auprès du président national. Donc le réseau en question a dit non, il faut le faire battre. Ils ont donné les moyens à Massoua de Bernard. Ils ont tout fait pour rendre impopulaire Ebenezer Ndiomwele auprès de l'opinion. Et le secrétaire général du RDPC a donc été battu. À plate couture. Il a été battu et le président n'avait d'autre solution que de faire sortir de l'ombre le grand maître, qui à l'époque était secrétaire à l'organisation et qu'on ne voulait pas écouter. Lui, il avait dit à Ndiomwele, monsieur le secrétaire général, vous n'avez pas besoin de l'onction des populations. Vous êtes une création du président de la République que vous devez accompagner en votre qualité de secrétaire général. Le président vous choisit pour l'accompagner. Il ne veut pas de vous en tant que quelqu'un qui a un mandat du peuple. Et si vous allez à cette bataille, vous vous ferez battre. Parce que Doumbouya avait, donc, en tant que secrétaire à l'organisation, il avait des grandes oreilles. Il entendait beaucoup de choses. Bon, vous savez, le ministre Ndiomwele était un philosophe qui a fait beaucoup de philosophie. Il ne savait pas que ses premiers adversaires, il marchait avec eux. Il avait un petit frère qui l'avait beaucoup aidé, qui a même été ministre des Relations extérieures, qui l'a beaucoup aidé.
mais qui était le premier adversaire. Ils ont donc contribué à la défaite de Ndion Mwele et le président va donc en mars 92, le président va donc, face à la difficulté qu'il a, va faire appel à Doumba Joseph Charles. 92, déjà premièrement le discours de la Baule de 90 du président François Mitterrand donne l'espoir aux Africains qu'ils peuvent tout balayer sur le passage. Ils peuvent balayer tous les dirigeants qu'ils estimaient impopulaires. Donc, dirigeants accompagnés de leur instrument d'action politique. Deuxième erreur, l'incapacité du secrétaire général de l'époque, qui était Ebenezer Ndion Mwele, de comprendre les instruments, les institutions du RDPC. Parce qu'il y a une confusion qui se fait. Beaucoup de gens pensent que le secrétaire général du RDPC est une personnalité autonome qui a le pouvoir au même titre que le président national. Non! Revenez à la lecture des statuts du RDPC. Qui est le patron du secrétariat général du comité central? En application des dispositions des textes du RDPC, le comité central et le secrétariat général du comité central sont placés sous l'autorité du président national. Le secrétaire général agit en application de la délégation de compétences et de pouvoir que lui accorde le président national et en droit en question, en parallélisme de forme. Celui qui vous accorde le pouvoir peut vous le retirer à tout moment. Donc lorsque le président national donne une instruction, elle doit être suivie d'exécution par ses subordonnés, dont le premier est le secrétaire général du comité central. Bon, le secrétaire général de l'époque, Ndion Mwele, avait pensé ou s'était laissé faire croire qu'il avait la même légalité, la même légitimité que celui qui le nommait, puisqu'il est nommé par le président de la République, par le président national du parti. Donc à partir de ce moment, il s'est accordé la liberté d'aller rechercher sa légitimité. Et lorsqu'il a perdu cette légitimité, il a mis le parti en difficulté. Il fallait donc maintenant que le RDPC puisse obtenir la majorité. Le secrétaire général ayant perdu toute autorité, il a fallu que quelqu'un fasse ce travail. Et c'est là que Doumba Joseph Charles, le secrétaire à l'organisation, prend les devants, va rencontrer des gens qu'il connaissait, Frédéric Augustin Kodok, Dakoulé Daïsala, qui vont lui accorder les voix. Non, Dakoulé Daïsala et Kodok. Kodok lui accorde les 18 voix de l'UPC et Dakoulé lui accorde les 6 voix du MDR. Mais pendant que Doumba est dans ces négociations, les gens vont dire au président que Doumba veut le faire tomber. Il est en train de recueillir des voix pour pouvoir obtenir la majorité et renverser le président. Vous comprenez? C'est un peu dans ce contexte. Doumba va donc finalement accéder au président quelques heures après et lui dit: Monsieur le Président, vous avez votre majorité. Il va donc lui donner les documents qui vont lui permettre d'obtenir la majorité en addition des voix du RDPC, de l'UPC et du MDR. Et le président va donc en faire le secrétaire général du parti. Doumba hérite donc de ce parti en lambeaux. Il va donc penser que il est nécessaire d'animer le parti autrement. Il faut faire vivre le parti dans le cœur des populations. Les hommes politiques n'étant plus capables de tenir le discours qui pouvait raviver la flamme, le ministre Doumba, très modestement, se souviendra que nous étions les amis de ses enfants musiciens. Il fera donc appel aux artistes musiciens. Le premier artiste musicien qui prend la parole devant les médias en 1992 pour dire « je m'appelle tel, je soutiens le RDPC et le président », non. C'est moi qui rassemble les artistes musiciens. Je rassemble les artistes musiciens, mais le premier qui, devant les caméras, dit « je m'appelle Kodo Sitoni. J'apporte ma voix, je soutiens le président Paul Biya ». Il faut que l'histoire se souvienne de la réalité des faits. Ce n'était pas les ministres que je vois aujourd'hui. Parce qu'au plus fort de la crise en 92, tout le monde fuyait. Même à l'intérieur du comité central du RDPC, beaucoup étaient engagés à ce que Paul Biya laisse. C'est ça la vérité.
C'est ça la vérité. Paul Biya est maintenu aux affaires parce que les artistes musiciens, dans le cadre de ce que nous avions baptisé à l'époque la déclaration commune, Roméo Dika, Nkodo Sitoni, Angé Bogoméran, Esso Somba, Saleh John, Nkoti François, Outou Marcelin, avions décidé publiquement d'apporter notre stature, notre popularité au RDPC, à son excellence Paul Biya. Et ensuite, Bel Joseph Antoine, au niveau des sportifs, prendra la parole pour dire: je m'appelle Bel Joseph Antoine, j'apporte ma voix et mon soutien à Paul Biya. C'est ça la vérité. 48 heures après, feu Madame Fonny Françoise va mobiliser les hommes d'affaires qui apporteront leur voix au président de la République. C'est ainsi que le comité central du RDPC va s'aligner. C'est ça la vérité. C'est ça l'histoire. Ce sont les faits. Ce n'est pas tous ces gens que nous voyons là, aujourd'hui, qui arrivent au Rassemblement démocratique du peuple camerounais par la toiture. Ils deviennent militants quand ils sont nommés directeurs généraux, quand ils sont nommés ministres. Et ils chassent tous les militants de la première heure, ils chassent tous ceux qui ont été derrière Paul Biya. Voilà la réalité. Bon, déjà, 15 ans, c'est beaucoup, puisque nous sommes en 1992. Paul Biya est arrivé au pouvoir en 82. Donc ça faisait à peine 10 ans. On n'avait pas encore atteint les 10 ans, puisqu'il est arrivé en novembre 82 et l'élection a eu lieu en octobre 92. Vous comprenez? Dans cette élection, est-ce que Paul Biya a réellement et véritablement géré le pouvoir pendant 10 ans? Non. Puisqu'en 1983, il y a eu la première tentative de coup d'État. Ensuite, il y a eu le coup d'État de 1984. Et juste après ce coup d'État de 1984, nous sommes directement entrés dans la phase de contestation de tout ce que nous avons connu et qui aboutit en 1992. Vous comprenez? Donc je pense que c'est véritablement en 1992 que Paul Biya commence à devenir le candidat qui va présider aux destinées du Cameroun. Les Grassfields sont dans la logique qui a commencé sous le maquis. Nous sommes nombreux, nous avons l'argent, nous devons tenir le pouvoir. Les nordistes sont en train de dire: nous avons géré le pouvoir, c'est notre affaire. Mais à l'intérieur des nordistes, il y a l'extrême nord qui dit: nous n'avons pas bénéficié du passage des Peuls aux affaires. Nous préférons accorder notre voix à un sudiste qui peut nous garantir beaucoup plus de liberté, d'autant plus que Paul Biya avait créé donc cette province, cette région, province aujourd'hui, du renouveau. Vous comprenez? Dans ce contexte où beaucoup étaient contre Paul Biya à l'intérieur de l'appareil qui tenait, puisque je vous ai expliqué que, insidieusement et malicieusement, certains sont restés à l'intérieur du RDPC avec une seule logique: comment prendre le pouvoir et mettre Paul Biya dehors, puisque vous vous souvenez du clan du Sud qui était derrière Aïssim Vondo, qui estimait que c'est Aïssim Vondo qui devait être la prendre qui a été accordée à Paul Biya. Vous comprenez? Donc ceux-là ne pouvaient pas être un soutien pour le président Paul Biya. C'est ça le problème. Et le fait, l'incapacité à lire l'état d'esprit politique des Camerounais de l'époque du secrétaire général nommé par Paul Biya à la tête du secrétariat général du comité central, Ebenezer Ndiomwele. Donc, Doumbouya va hériter de ce secrétariat général d'un parti totalement en lambeaux, dispersé, qu'il va essayer de coudre avec un seul objectif. L'élection a lieu à un seul tour. Le plus important pour Paul Biya n'est pas de gagner 60%. Le plus important pour lui, c'est d'arriver en tête. Donc, après avoir fait le calcul du Grassfield, qui ira probablement vers un candidat soutenu par le Grassfield, et les voix du Grand Nord qui iraient vers un candidat du Grand Nord, donc le partage des voix va être établi en 3. Le plus important est que Paul Biya puisse avoir entre 35 et 40%. Il a gagné. Doumbouya a tenu son pari avec le peu de moyens dont il disposait à l'époque,
Parce qu'il faut bien le noter, sous Dumba, le parti n'avait pas de financement public. Il n'y avait pas. C'était autofinancement, évaluation. Donc, vous aimez le parti, vous aimez le président Paul Biya, vous apportez vos éléments de financement qui peuvent être votre réputation, qui peuvent être votre capacité oratoire. On évalue tout ça au finish et ça permet que lorsqu'on va classifier les gens à l'intérieur de l'appareil, vous obtenez telle position par rapport à votre apport. Non, Dumba n'avait courtisé personne. Dumba avait mis les uns et les autres face à leurs responsabilités. Le destin du Cameroun. Dumba avait amené les uns et les autres qui avaient quitté le RDPC par ressentiment, pour certains à revenir ou à ne pas se considérer comme étant des adversaires du RDPC. Vous comprenez? C'était une idéologie. Dumba n'avait pas d'argent. Dumba était une personnalité pauvre financièrement, mais qui avait un don que Dieu lui avait donné, la parole. Pour lui, la parole était une arme politique redoutable dont il ne fallait pas abuser. Donc, lorsqu'il s'exprimait, lorsqu'il vous parlait, vous étiez obligé de l'écouter. Parce qu'il prenait d'abord le temps de vous écouter. Il analysait vos propos et apportait la solution lorsqu'il prenait la parole. Il a réussi donc à convaincre beaucoup à revenir à l'intérieur de l'appareil, à convaincre d'autres qui ne voulaient plus revenir parce qu'ils estimaient avoir leur petit territoire, à ne pas être des adversaires de Paul Biya, à ne pas être des adversaires du RDPC. Oui, à revenir, écrire, donner la possibilité aux gens de vivre de leurs compétences à l'intérieur de l'appareil. Et il a trouvé une chose importante. Vous savez, l'homme politique paye les populations pour se faire écouter. Les populations payent l'artiste pour l'écouter. Dumba a donc réussi à amener à l'intérieur du RDPC, aux côtés du président national, des artistes de renom. Il ne prenait pas les artistes parce que vous êtes un artiste. Vous deviez être un artiste de renom qui était une autorité dans son domaine. Vous comprenez? Il a créé des commissions. Moi, j'ai eu, par exemple, l'opportunité d'être chargé de mission du président du Sénat, le président Niad Ndifendi. J'étais chargé de mission lorsque le ministre Laurent Serge Etundingwa était son vice-président. Donc, nous avons travaillé. Lorsque chacun vous sort son CV, lorsqu'on voit le ministre Laurent Serge Etundingwa, par exemple, lorsqu'on voit Mbagamboua, lorsqu'on voit Bidumpat, lorsqu'on voit Sali Daïrou, Adoum Gargoum et autres aux affaires aujourd'hui, les gens pensent que c'est aujourd'hui. Non. Nous avons été des porte-sacs de nombreuses personnalités de cette République. Nous avons appris aux côtés de Bapes, de Laurent Esso, de Agbotabi, de beaucoup de personnalités. Vous comprenez? Donc, Dumba vous mettez à une école de Robert Mbelambapé, de telle personne. Donc, vous saviez que vous étiez à une école. Vous ne veniez pas parce que vous vous attendiez à avoir un poste de directeur général ou de ministre. C'était un enseignement, c'était une école. L'humilité, l'engagement, la fidélité, la loyauté, le sacerdoce. Je dis en 2007 et 2011, Dumba, c'était la démocratie. Le président national a dit que le RDPC est un parti démocratique, donc c'est la base qui doit décider. C'est après Dumba que les hommes d'affaires ont mis en place le système d'investiture qui permet à celui qui a l'autorité de choisir, de désigner celui qu'il veut. Et non plus celui qui a l'onction, qui a le mandat de la base. Vous comprenez? Nous pouvons en parler parce que nous avons été le concepteur du sommet politique du RDPC qui a été reconstitué. Le groupe de travail. Vous comprenez? Donc, chez nous, c'était le débat. C'était l'ouverture. Et lorsqu'on va reconstituer le sommet politique, nous avons commencé à constater un certain nombre de tares. Des gens inventaient des organes de base qui n'existaient pas, qui n'avaient pas d'être humain. On vous dit par exemple, comité de base Tantampion. Sur le papier, vous voyez ça, mais ça n'a pas de militants. La reconstruction du sommet politique a évacué tout cela. C'est après Dumba, après avril 2007, que ces choses ont été recréées. Et maintenant, les forces de l'argent sont arrivées et ont constaté que, n'ayant pas milité à la base, il ne leur fallait que l'onction du secrétariat général du comité central pour accéder au sommet. Donc, ils sont passés par le raccourci du secrétariat général du comité central qui a pris le pas et le dessus sur
la base, qui est même entré en violation, en contradiction par rapport aux circulaires du président national. Je vous prends un exemple simple. Les instructions du président contenues dans les différentes circulaires stipulent que chaque fois qu'il y a 3 places à pouvoir, il faut qu'il y ait une femme et un jeune. Vous avez vu l'élection des 7 maires de Yaoundé. Est-ce que vous y avez vu une femme? Est-ce que vous avez vu? Vous comprenez? Donc le secrétariat général du comité central lui-même a commencé à poser des actes d'insubordination vis-à-vis de l'autorité de celui qui est reconnu par les textes, par les statuts du RDPC, comme étant le patron du secrétariat général du comité central et du comité central, c'est-à-dire le président national. Le président ne peut pas dire, chaque fois qu'il y a 3 places à pouvoir, il faut qu'il y ait au moins une femme. Et que vous décidiez, de faire état de la discipline du parti, quand vous voulez positionner vos personnes, et lorsqu'il faut donc imposer cette discipline du parti qui veut que l'on mette en application les instructions du président national, sous l'autorité duquel est placé le secrétaire général du comité central, on fait élire cet homme. N'est-ce pas un acte d'insubordination? C'est une insubordination criarde, visible. Nous évoquons des faits. La première chose que je vais vous dire, le président me permettra pour une fois de parler, qu'il me pardonne mes faiblesses humaines. J'ai eu l'avantage historique d'être aux côtés du ministre Doumba jusqu'au dernier jour. Ce dernier jour qui a sonné le 4 avril 2007. Doumba n'est pas parti en 2007 par la volonté du président. Le président voulait conserver Doumba Joseph Charles. Mais il se trouve que au soir de la campagne du président du 10 octobre 1997, nous sommes à Berthois. Le président est venu ce dernier jour à Berthois faire sa campagne. À la fin de la campagne, le président est très content parce qu'un peu partout où il est passé, il est reçu avec une très grande chaleur, une grande ferveur. Donc il sait déjà par les sondages qu'il va gagner. Doumba, nous baladant, son fils Christophe et moi, dans le bois Kinda, nous dira « Je suis en joie parce que demain, le 11 octobre 1997, le président aura une victoire large. J'aspire à me reposer, à me promener avec mes petits-enfants. » Donc c'est en 1997 que Doumba commence à demander au président sa mise à disponibilité. Il a travaillé, il a fait la politique pendant des années. Il veut être disponible pour voir ses petits-enfants grandir. De 1997, ce n'est qu'en 2007 que le président décide d'accéder à la volonté de Doumba Joseph Charles. C'est moi, Roméo Dika, qui porte la dernière correspondance que Doumba adresse au président de la République, président national du RDPC. Et dans cette correspondance, il insiste que sa santé est déjà dégradée. Dans de telles conditions, il ne peut plus produire des rendements. Je remets la correspondance au ministre Beloken, directeur du cabinet civil de la présidence. Lorsque le président national du RDPC accepte, il reçoit Doumba et ils conviennent de ce que Doumba partirait après les élections législatives et municipales, donc d'octobre, septembre-octobre 1997. Mais les choses s'empirent au plan de la santé. Le président va donc envoyer son médecin, le docteur Elezouam. Nous sommes dans la résidence du ministre Doumba, le garde du corps de Doumba qui est encore vivant, l'officier Patan, Roméo Dika, Elezouam et un ministre dont je préfère taire le nom parce qu'il est encore aux affaires. Il ne faut pas que le réseau fasse du mal. Et le réseau, ayant senti que Doumba, par le renouvellement des organes de base, était en train de tout verrouiller pour sécuriser le pouvoir du président, d'abord au sein de l'appareil du parti et ensuite dans la République, le réseau va donc tout faire pour accélérer les choses. Parce qu'entre-temps, le président va demander à Doumba de lui produire sa vision de la réorganisation du secrétariat général du comité central. C'est moi encore qui porte ce document, qui l'amène à la présidence. Le document va être confié à un collaborateur qui a même été ministre délégué à un moment donné et qui est parti ces derniers temps. Ce dernier va appeler rapidement le réseau et ils vont obtenir que Doumba parte avant la fin des renouvellements des bureaux des organes de base et l'avènement des législatives et municipales. Et le président va donc envoyer le ministre d'État, Laurent Esso, le 3 avril 2007. Je suis chargé de mission principale pour la région du littoral. Le ministre Doumba me fera revenir à Yaoundé. Dans la réflexion que le groupe de travail qui était autour du ministre Doumba aura, nous constaterons qu'ils ont fermé toutes les voies d'accès direct de Doumba vers le président. Nous étions obligés de passer parfois par la cuisine ou par les médecins pour accéder au président et faire en sorte que des documents qui sont destinés au président lui parviennent en l'état. Nous avons donc convenu de ce que, pour que le pouvoir de Paul Biya soit sécurisé, il fallait que le remplaçant de Doumba soit quelqu'un qui a l'affection du président,
qui a la connaissance du président, qui travaille tout autour du président. À l'époque, je peux le dire aujourd'hui, les militants qui étaient préparés par Doumbia pour le remplacer, c'était le ministre Elvis Ngolé, c'était Mme Cécile Bombankolo, c'était Sali Daïrou. Vous comprenez? Mais ils se trouvaient dans la même position que Doumbia, c'est-à-dire que pouvoir être bloqué par la mafia et ne pas pouvoir accéder au président. Et nous avons donc, dans nos réflexions et dans nos recherches, estimé que René Emmanuel Sadi, conseiller diplomatique du président, qui était de tous les voyages, qui était de l'affection du président, était le mieux à même de pouvoir accéder au président à tout moment. Je vous donne l'histoire. Donc, lorsque Paul Biya envoie le ministre d'État, Laurent Esso, secrétaire général de la présidence, le 3 avril, il envoie Esso avec 2 demandes. La première, il ne veut pas voir partir Doumbia sans que Doumbia n'accepte, soit être ministre d'État sans portefeuille ou ambassadeur itinérant. Le père, et puis moi j'avais discuté avec Christophe, j'ai dit à Christophe, le père a dit qu'il a terminé. Il ne peut pas avoir terminé et accepter d'être ministre d'État sans portefeuille. Nous avons convenu de ce que Laurent Esso rentre avec le poste d'ambassadeur itinérant qui permettait à Doumbia de pouvoir être l'ambassadeur itinérant du président, ambassadeur itinérant de la République, pouvoir remplir certaines missions sans avoir à bouger de son domicile parce qu'il avait des problèmes de santé. Et la deuxième chose, donner au président un secrétaire général qui soit capable d'accéder à lui, de travailler. C'est comme ça que René Sadi est retenu comme deuxième proposition, la voie la plus logique pour le président. Voilà comment Laurent Esso rentre et va dire au président de la République que Doumbia a choisi René Sadi. Et le 4 avril, le ministre Doumbia me renvoie sur Douala. Il me dit, tu dois repartir pour sécuriser la région du littoral pour le président. J'étais le chargé de mission régionale, du principal. C'est moi qui organisais toute la campagne. Donc, pendant que je suis en chemin, j'arrive à Boumiébel, je reçois le SMS JCD, ambassadeur itinérant. C'est autour de 16h. Donc, le président a renvoyé Laurent Esso pour lui dire qu'il a accédé à ce que René Sadi devienne le secrétaire général en remplacement de Doumbia et Doumbia soit ambassadeur itinérant. Voilà l'histoire, voilà la vérité. Ce n'est pas tout ce que vous lisez là, ce n'est pas tout ce que les gens racontent là. Moi, par la suite, le président va me recevoir. Il va me demander, mon fils, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je lui dirai, papa, j'ai beaucoup travaillé. La confiance dont j'ai bénéficié du ministre Doumbia, je ne suis pas certain de la bénéficier de quelqu'un d'autre. Je vais me reposer. Le président me fait sortir de ma réserve. Lorsque le ministre Sadi doit descendre à Douala, il me fait nommer chargé de mission de la mission de Sadi à Douala. Là où il a été appelé Monsieur le Président. Nous sommes des hommes de l'ombre, nous n'aimons pas parler. Mais si nous ouvrons nos ventres, ça peut être très pourri. J'ai dit, l'investiture du président national est un document qui est signé après que le Congrès ait statué sur la candidature du président. Et aussi parce que les textes du DPC, article 27, font du président national le candidat. C'est déjà tranché par le Congrès. C'est le Congrès qui a dit. Lorsque vous voulez être candidat, vous devez vous donner les moyens de votre combat. Si vous entrez dans ma maison et que j'ai préparé mes enfants à repousser toute personne qui entre dans la maison, vous n'allez pas vous plaindre dans la cour du fait que vous n'arrivez pas à accéder à la maison. Moi, j'ai préparé mes enfants. Donc, le président a préparé un instrument d'action politique. Maintenant, le complot permanent est entré à l'intérieur pour essayer, non pas de mettre le président à l'écart, mais de se préparer à prendre la relève du président. Nous sommes dans ça, parce que c'est le Congrès qui va décider. Et qui est membre du Congrès? C'est le membre du comité central. Et qui tient le comité central tiendra le Congrès et va décider de la suite. Parce que pour le moment, Paul Biya tient encore son appareil, son instrument d'action politique. Mais tout ce qu'on a fait, c'est de créer les conditions d'impopularité de Paul Biya en anéantissant sa première ligne de défense civile. C'est-à-dire qu'il n'a plus une base militante qui est capable de se mobiliser pour lui. C'est-à-dire que si à l'avenir, il veut insister, il se fera battre. Parce qu'on le fait rester dans un mirage, lui faire croire que l'appareil fonctionne, que l'appareil continue à galvaniser, l'appareil continue à mobiliser, mais c'est devenu un instrument d'affaires économique. Vous voyez, lorsque René Sadi est nommé, lorsque Jean Kouété est nommé, ils héritent de quelques démons qui auront perturbé tout le passage de Doumbia Joseph Charles. Ces démons qui sont convaincus d'être les véritables propriétaires, les véritables patrons. Ce sont eux qui corrigent les circulaires du président national. Ils mettent le secrétaire général en grande difficulté. Donc, si le président veut opérer des réformes, s'il veut donner la possibilité
à son parti de fonctionner, la première chose, c'est, je le dis, je lui ai adressé des notes. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas prendre un inspecteur de régie financière et le nommer au secrétariat à l'organisation d'une activité politique. Il n'est pas formé pour ça. Donc il faut que le secrétaire à l'organisation du Rassemblement démocratique du peuple camerounais soit en sciences politiques. Vous comprenez? Donc, lorsque les gens sont... Vous êtes un pharmacien, on vous nomme secrétaire à la culture. Vous ne faites rien, vous ne comprenez rien. Moi, je suis direct, vous savez. J'ai appris aux côtés de Doumbia à dire la vérité, à ne dire que la vérité. Parce que Doumbia fonctionnait, ça marchait bien. Parce que le groupe de travail qui était autour de Doumbia avait l'obligation de dire la vérité au secrétaire général qui était le ministre Doumbia. L'architecture et l'idéologie n'ont aucun problème. Lorsque vous introduisez des momies dans votre maison, la maison sentira l'odeur des momies. Parce que la momie sent plus fort que l'être humain. Donc, le président national du RDPC a introduit des momies à l'intérieur de son secrétariat général du comité central. Ce sont ces momies à lui. Je ne vais pas me permettre d'identifier des momies, mais elles sont identifiées. Le président sait que ça, c'est une momie. Lorsque vous mettez quelqu'un adjoint pendant 30 ans, lorsque vous nommez des conseillers pendant 30 ans, et qu'un conseiller n'arrive pas à gagner dans son propre village, vous en faites le stratège du parti. Mais de quelle stratégie il s'agit? Il vous fera état de quelle stratégie? Quand il n'est pas capable de faire la stratégie qui le fasse gagner dans son propre village. Soyons sérieux. Vous êtes stratège parce que vous arrivez déjà à contenir votre propre maison. Vous n'arrivez pas à contenir votre maison, vous voulez contenir la maison du voisin. Vous comprenez? Je vous prends un autre exemple. On vous dit, le RDPC fonctionne très bien. L'idéologie doit être véhiculée par des instruments de communication. Le journal du parti est imprimé. Le journal du parti est imprimé. Il est vendu. Donc, ce qui veut dire qu'il doit faire des recettes. Il a des insertions publicitaires. Mais comment se fait-il que chaque fois, on fait beaucoup de publicité dans ce journal, mais le parti continue à financer l'impression de ce journal? Le journal n'a pas d'argent pour s'autofinancer. Vous pouvez m'expliquer un peu cette façon de faire? Soit il y a des faiblesses intellectuelles dans la rédaction des articles, soit l'argent connaît des destinations qui ne sont pas celles des caisses du parti. Vous comprenez? Ce sont des réalités. Tant que le président Paul Biya ne va pas apporter des corrections à ses fonctionnements, moi je continue de le dire, il n'a plus d'instrument d'action politique. Je vous ai dit que nous sommes dans la logique du complot permanent. Beaucoup sont dans la préparation de l'après Paul Biya et ne veulent pas que l'onction de démocratisation du parti et du Cameroun soit portée au crédit de M. Paul Biya. Donc ils mettent en place tous les systèmes qui vont dévoyer la vision politique de M. Paul Biya. Vous comprenez? Le président, dans ses circulaires, il rappelle cela chaque fois. Donner le pouvoir à la base. Ce pouvoir, c'est quoi? C'est leur permettre de désigner leurs représentants, les représentants du parti. Lorsque le secrétariat général du comité central, en violation des circulaires et des directives du président, continue dans les investitures, les mandataires, qui parfois sont même assis à la table d'honneur avec les préfets et les autorités administratives qui sont reconnus par la loi, que les chemins s'accomplissent selon l'ordre providentiel. Joyeux anniversaire à ceux qui sont véritablement des militants du RDPC, mais pas aux chauves-souris. Paul Biya.